nouvelles choses qui arrivent. On commence à avoir des réponses API, des personnes qui saisissent des infos dans des formulaires, la gestion de variables d'environnement, des JSON externes, ou même n'importe quel type de fichier. Et en fait, c'est à partir de là où on commence à avoir des problèmes, c'est que dès que la donnée, elle n'est pas créée et gérée par TypeScript, on peut dire qu'elle est digne de confiance. On va prendre un petit exemple ici. Donc là, j'ai un exemple tout simple, donc avec du code TypeScript d'une réponse API où j'essaye de fetch pour récupérer un user. Dans le code de gauche, quand on regarde mon user.name, si on va sur le name en dessous, ligne 10, on voit bien que là, on s'attend à recevoir un name. C'est ce que j'ai mis dans mon interface. J'ai envie de faire une petite transformation pour mettre le name en majuscule. En soi, tout devrait bien se passer. Problème, je fetch mon API et d'un coup, j'ai une erreur. Ça paraît assez normal au vu de ce qu'on reçoit de l'API. On s'attendait à recevoir, déjà l'erreur est même pas marquée parce que c'est celle d'après, mais on s'attendait à recevoir un champ email, on a un champ mail. Et en plus de ça, on s'attendait à recevoir une string pour pouvoir faire tout uppercase et on se retrouve avec une valeur nulle. Donc, on a une erreur. Et du coup, comme on disait, toute l'erreur se passe ici parce que dans la ligne 10, on s'attend vraiment à faire une action sur une string. Donc forcément, notre code TypeScript, pour lui, il n'y a aucun problème, tout était bon, mais une fois à l'exécution, eh ben, ça ne se passe pas comme ça. On a le même problème comme on disait avec les formulaires. Là, j'ai un formulaire très simple, j'ai un champ email, j'ai un champ number, tout se passe bien. J'ai un code TypeScript aussi qui est assez simple. Je m'attends à recevoir des datas de mon formulaire qui ont la forme de mes users, donc une string et un number, et je veux calculer l'âge que la personne aura l'année prochaine. Je submets le formulaire, et là, au lieu de me retrouver avec 26 ans, je me retrouve avec 251 ans. Le système est assez normal, c'est parce que du coup, tous ces types-là retournent des strings, mais moi, d'un point de vue métier, je m'attends quand même à avoir un number. Comme tout à l'heure, mon code TypeScript, lui, ne m'a rien dit, et tout ça, en fait, ça provient de ce petit bout de code-là, où j'ai moi-même essayé d'inférer le type en lui disant, le retour du formulaire, ça sera avec ce type-là. Problème, c'est que, comme on a dit, données de l'extérieur, données qui sont saisies par l'utilisateur, on peut avoir des problèmes, sans parler de tout ce qui peut se passer où les personnes changent les formulaires, etc. À la main. Et ce problème-là, on l'a sur plein d'autres choses. On l'a aussi sur tous les fichiers uploadés qu'on peut avoir, donc des CSV, des JSON, etc. On a ça sur les variables d'environnement. On a le même problème avec des données qui sont stockées en local storage, dans les cookies, etc. Ou encore tout ce qui est paramètres d'URL, où du coup, on ne peut pas savoir ce que l'utilisateur va mettre à l'intérieur. Donc, si on doit faire un petit résumé, en fait, au moment de la compilation, le type, c'est une promesse. C'est une promesse qui est faite entre nous et TypeScript, où TypeScript nous assure certains types, et nous, on essaye aussi de lui indiquer les types en essayant de les prévoir. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est au moment de l'exécution, il n'y a plus rien qui garantit ça, et c'est souvent là qu'on voit apparaître les crashs. Acte 3, la quête. Les données du runtime sont imprévisibles. Nous réalisons que nous avons besoin d'aide. On nous parle d'une route de briques jaunes. Elle mène vers un magicien capable de protéger le runtime. Mais avant, nous croiserons des imposteurs. La quête commence. Sur la route de briques jaunes, tous les magiciens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. En effet, on vous a dit que TypeScript ne vous aide plus au runtime, mais vous avez peut-être certaines réflexions qui arrivent, comme par exemple, le HTML, ça valide déjà. Dans le cadre des formulaires, HTML nous donne plein de solutions pour valider vos formulaires. Bon, le champ email qui valide un email, les champs requis, les min, les max, il y a encore plein d'autres solutions qui nous sont mises à disposition. C'est des très bonnes solutions, on n'est pas là pour remettre en cause HTML, c'est vraiment des choses très, très cool et très pratiques à utiliser. Et même avec ça, on ne peut pas avoir vraiment confiance parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va recevoir. La raison, elle est très simple, c'est qu'on ne peut jamais faire réellement confiance au navigateur. Un peu pour les mêmes raisons qu'on dit toujours, si on fait de la validation côté formulaire, il faut le refaire plus ou moins la même côté back pour s'assurer, parce qu'en fait, tout ce qui est côté client, ça peut être modifié par le client. Donc on le redit, mais ne jamais faire confiance au navigateur. C'est des outils qui peuvent être utilisés, mais il faut un peu plus que ça. D'autres solutions, on peut penser au if magique. Ça, c'est pareil, hein, nous on est des développeurs, donc on a un problème, on va faire du code pour le résoudre. Par exemple, dans l'exemple qu'on avait, que Michael avait tout à l'heure avec le champ âge, en fait, on fait if, on vérifie que c'est bien un number. Si c'est pas un number, on peut peut-être même le caster. On peut même vérifier si l'âge est supérieur à 18. Donc ça, c'est parfait. Ça a l'air de bien résoudre notre problème. Mais si on commence à faire ça, en fait, pour un âge, un nombre, ça va être facile. Mais en fait, il y a plein d'autres cas qui arrivent. Là, on en a mis quelques-uns, mais
Il y en a une infinité, hein. Il y en a autant que de projets différents. Des comparaisons de dates, des regex, des comparaisons de fichiers, enfin bref. Donc, au fur et à mesure, ce qu'on va faire va devenir un peu une usine à gaz et ça va être compliqué de le maintenir. Donc, en fait, c'est presque une fausse bonne idée. Et il y en a encore plein d'autres. CTP, donc on a vu que CTP c'est très bien pour le build time, mais en fait au runtime, sur certains aspects il faut plus que ça. Et en plus, bon, pour ceux qui font encore du JavaScript, en fait même le build time c'est pas typé. C'est validé en HTML, on a vu, oui, mais on ne peut pas faire confiance au client. On a mis des ifs, on a un validateur maison. Tout ça, c'est des solutions qui donnent confiance à la personne qui les écrit, au développeur ou à la développeuse qui les écrit, mais ça ne donne pas confiance à l'application. En fait, c'est de la dette d'exécution. On va avoir l'impression de régler tous les cas. Et dans 2 ans, quand quelqu'un reviendra sur votre validateur maison, alors que vous n'êtes plus dans l'entreprise, je pense qu'il va peut-être avoir l'idée d'en faire un ou quelque chose comme ça. C'est de la dette technique. Et du coup, avec ça, on va peut-être réussir à trouver un moyen de vous aider. Après un long voyage sur la route de briques jaunes, on arrive devant la porte des cités d'Emerald. Derrière ces portes, un magicien nous attend. On dit qu'il peut unifier les deux mondes, le mode du build et celui du runtime. Le nom de ce magicien, c'est Zod. Donc Zod, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui vous permet de faire de la validation par schéma. C'est un outil qui est TypeScript first et avec une inférence de type statique. Vous allez voir un peu plus en détail comment ça marche. Le magicien est quelqu'un de très connu, il commence à avoir beaucoup d'étoiles sur GitHub. Il fonctionne du coup TypeScript first, on a dit, donc en TypeScript. Vous pouvez très bien aussi l'utiliser sur vos codes de JavaScript, même si c'est un peu moins répandu. Et c'est un outil qui a zéro dépendance, c'est-à-dire que vous l'importez, tout vient avec, et donc c'est vachement mieux pour votre application. Ce qui est important dans la phrase qu'on a dit là, c'est la partie schéma. Pour comprendre un peu mieux comment ça se passe et comment ça va résoudre le problème, on va partir d'un cas assez simple. On a notre application. À partir du moment où c'est des données à l'intérieur de notre application, on n'a pas de problème, on a TypeScript, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on a dit que les données, elles pouvaient venir de l'extérieur. On appelle des API, des gens remplissent des formes, on peut faire appel à des fichiers, etc. Et c'est là où on commence à avoir du problème. Généralement, on va essayer de résoudre le problème par le code. Ça paraît être le truc le plus logique. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'app est déjà déployée, on n'a plus accès à nos types. Donc en fait, comment est-ce qu'on vérifie que les données qu'on nous renvoie, soit par API, soit par formulaire, en fait, elles sont bien typées? En fait, c'est là où on ajoute en Zod, on va pouvoir rajouter une vérification à ce moment-là, et on va rajouter une vérification avec des schémas. Si là, on prend par exemple un exemple, on va simuler que des données arrivent du formulaire et que les données sont fausses. À partir de là, le code présent dans les schémas va vérifier le format des données, et s'il ne correspond pas, on va pouvoir avoir une erreur. On fait la même chose maintenant avec l'API, sauf avec des données valides. Et dans ce cas-là, pareil, on repasse dans la moulinette, on vérifie avec le schéma. Les données sont bonnes, elles ont le bon format, donc tout est validé, tout se passe bien. Si on regarde un peu plus près ce que c'est un schéma, pour un peu visualiser comment ça fonctionne, nous, ce qu'on aimerait pouvoir valider dans un monde parfait, c'est d'avoir un truc qui vérifie un peu ce qu'on validait avec nos types, donc d'avoir plein de primitives et d'avoir un type pour notre user. En fait, avec Zod, on va pouvoir faire plus ou moins la même chose. Donc déjà, vous allez commencer par importer Zod. Et après, à partir de ça, pour créer un schéma de validation, vous allez créer en fait un objet Zod. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre absolument les mêmes champs que ce que vous auriez vérifié avec un type en utilisant Zod à la place des primitives que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce que ça donne, c'est qu'à la fin, vous avez un schéma qui vous donne une description parfaite du format que vous attendez. Donc normalement, les données qu'on reçoit d'API de formulaire, on veut que ça respecte ce schéma-là. Ce qui est important là-dedans, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc il y a des éléments qu'on peut déjà voir, on peut les faire en TypeScript, par exemple les champs optionnels, etc. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités avec Zod. Vous avez tout ce qui est les primitives, la plupart vous avez l'habitude de les voir côté TypeScript pour les strings, les booléens, etc. Mais vous avez aussi de nombreux utilitaires. Il y en a certains qu'on a vus, vous avez des utilitaires pour vérifier mail, des utilitaires pour vérifier si le web est positif ou négatif, voilà. Et encore, ça, on a mis un champ vraiment réduit de ce qui est possible, mais vous avez beaucoup de possibilités avec Zod qui sont déjà faites. Et si on veut encore aller plus loin, puisqu'avec TypeScript, je suppose que vous avez l'habitude de faire de la composition de types, que vous avez l'habitude de faire des extends, des pics, enfin tous ces utilitaires TypeScript, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose avec Zod. Le but, une fois de plus, n'étant pas de remplacer TypeScript, mais étant de réussir à avoir une EDX qui se rapproche de ce que vous avez l'habitude d'avoir sur vos types au build time.
Une fois que j'ai mon schéma, comment est-ce que ça se passe pour pouvoir vérifier si mes données le respectent? Et pour ça, c'est assez simple. Vous avez deux systèmes, on va dire, différents. Vous pouvez valider vos schémas avec un point parse. Dans ce cas-là, si ça ne respecte pas, le schéma que vous avez demandé, vous allez directement passer dans un catch, donc ça va throw une erreur. Et à l'inverse, non, en complément, vous avez un safe parse qui lui, en fait, vous permet non pas de throw une erreur, mais de pouvoir après contrôler de manière un peu plus fine si oui ou non le résultat que vous avez eu de votre formulaire ou de votre requête API correspond bien au schéma que l'on avait ici pour le user. Une fois que j'ai mon schéma, c'est la même chose. C'est la même chose. S'il te plaît. Ah, ok, Tout va c'est bien. parfait. Je pense que là, vous avez bien compris comment fonctionnait le parse et le cparse. Voilà. En vrai, c'est pour ça qu'on l'a mis 3 fois. Ça reste deux méthodes très importantes parce que vous allez les utiliser assez souvent. On aurait dû valider notre exo. Acte 5, la magie en action. Le magicien a révélé ses secrets, mais connaître un sort ne suffit pas. Il faut l'appliquer dans le monde réel. Nous devons affronter des épreuves du quotidien, que la magie opère. Comme nous l'a dit ce merveilleux narrateur, là c'est bien beau, on a vu la théorie, on sait plus ou moins comment ça marche, mais ce qu'on veut c'est savoir comment ça marche dans un cas réel. Donc pour ça, on a pris quelques exemples. On commence par un petit formulaire. Donc ça, c'est un formulaire de création de compte assez standard, un login qui peut être une mail, et deux champs de mot de passe, un pour saisir son mot de passe et un pour confirmer que c'est pas trompé. Là, ici, il est validé avec de l'HTML. Donc si j'appuie sur Submit sans rien faire, je vais avoir des erreurs native HTML. Si je commence à remplir, on va dire qu'il faut un email. Hop, non, en plus, je ne sais pas si c'est une adresse email très libre, mais la validation HTML, voilà, là je l'ai reçue. Si je submit, j'ai une erreur dans le password. Si je commence à taper, on va me dire qu'il faut moins de 12 caractères, etc., etc. Donc si je le remplis, là, tout est validé. Et c'est bien, on a des petits confettis, c'est que tout s'est bien passé. Maintenant, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est voir est-ce que je peux pas aller encore plus loin que ça avec mon schéma zone. Donc là, je reprends le même formulaire, j'y ai mis un schéma zone. Donc je passe les données une fois que c'est validé. Pour l'instant, mon schéma, c'est juste 3 strings. Donc, si je valide ici, c'est valide, j'ai 3 strings, parce que les inputs me renvoient une chaîne de caractères vide par info. Donc pour l'instant, c'est valide. La première chose que je vais vouloir faire, c'est que je me dis, mon login, j'ai envie que ce soit un mail. Là, je vais utiliser z.email. On va utiliser plein de petits utilitaires de Node comme ça. Et pendant tous ces utilitaires-là, on a la possibilité de modifier le message d'erreur. Donc là, je peux mettre mail invalide, par exemple. Hop, je sauvegarde mon petit schéma. Et si je resoumets mon formulaire, ma chaîne de caractères vide, c'est pas un email valide. N'essayez pas d'envoyer un mail à la chaîne de caractères vide. Et du coup, Zod me renvoie bien mon erreur. Et avec mon outil de formulaire, c'est branché à mon formulaire et je peux afficher l'erreur comme bon me semble. C'est moi qui choisis l'erreur. C'est moi qui ai choisi le texte, c'est moi qui ai choisi comment elle s'affiche. Zod me transmet juste l'erreur, c'est moi qui choisis qu'est-ce que j'en fais. Donc ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter deux petites conditions sur mon mot de passe et du coup la confirmation qui doit être la même. Hop, donc là, si je sauvegarde et que je resoumets, j'ai toutes les erreurs qui apparaissent, ce qui n'était pas forcément le cas avec la validation HTML. Donc ça, c'est aussi un truc un peu cool. Et si j'autofile comme pour l'HTML, je valide, tout va bien. Donc là, c'est génial, j'ai refait plus ou moins ce que faisait HTML, avec peut-être un peu plus joli, mais bon, en soi, on n'a pas réinventé la poudre. Mais quelque chose qui est commun dans ce genre de formulaire, c'est qu'on va vouloir que le champ password soit égal au champ de confirmation. C'est un peu à ça qui sert le champ de confirmation. Et ici, si je le modifie et que j'enlève un numéro dans le premier, et que je resoumets, c'est valide, parce que moi, mon schéma, il dit juste les deux font moins de 12, font plus de 12, pardon, donc ça passe. Et bien ici, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité un peu plus avancée de Zod, qui est le refine, qui est quelque chose qu'on va mettre après notre schéma. Et ce que va faire le refine, c'est qu'après la première validation du schéma, on va pouvoir faire de la validation avancée. Et c'est avec cette fonction qu'on va pouvoir faire de la validation entre certains champs, avec des sources externes. Si vous devez faire un appel API pour valider quelque chose, vous pouvez le faire ici, c'est pas forcément recommandé, mais vous pouvez le faire. Et du coup, le refine, ce qu'il va prendre, il va prendre une fonction qui nous donne les datas, donc ça c'est les données du formulaire, et moi ce que je vais lui demander, c'est que mon password, data.password, soit égal à data password confirmation. Donc ça c'est la fonction que je lui donne pour valider, je veux que les deux soient égaux, et si c'est pas le cas, en deuxième paramètre, je vais lui donner des options pour gérer le message d'erreur. Donc dans ces options-là, il y en a plein, on va en voir que deux, c'est le message, donc je passe
invalide. Dans la vraie vie, mettez des messages d'erreur un peu plus précis que ça, mais pour aller un peu plus vite, voilà, je mets des choses comme ça. Et ici, on a un pass. Donc, le pass, ça va dire à Zod, OK, cette erreur-là, où c'est que je veux la mettre? Parce que pour les autres parties de mon schéma, si le login n'est pas un email, bah Zod, il sait que l'erreur, elle est attribuée au login, puisque c'est lui qui en pose. Le refine, comme c'est quelque chose qui peut se faire entre plusieurs champs, il faut dire à Zod, bah, cette erreur-là, je veux que tu la donnes à un champ précis. Ici, je vais demander un password confirmation. Hop. Ici, mon, euh, je sauvegarde mon schéma, j'enlève, et ici, voilà, je soumets. J'ai bien mon erreur qui est apparue, parce que les deux sont différents, et pour prouver quand même que ça marche, si je remets les deux, hop, tout marche bien. Donc voilà, on a réussi à refaire plus ou moins ce que HTML devait faire plus joli, et en plus, on a pu aller un peu plus loin. Et ce qui est trop bien avec Zod, c'est qu'en fait, c'est une librairie, comme l'a dit Michael, qui commence à être assez connue, et qui du coup a un écosystème assez développé, notamment dans les librairies de formulaires, puisque c'est un des use cases un peu les plus pratiques et les plus utilisés. On a plein de librairies de formulaires qui ont adopté Zod, qui ont des adapteurs pour pouvoir utiliser Zod de manière hyper simple dans leur librairie, notamment par React Forms, c'est même le créateur de Zod qui a contribué. TanStack Forms, c'est bien parce qu'en plus, ça peut être utilisé sur toutes les technos. On a SvelteKit Superform pour faire du Svelte. Reg, c'est une librairie en vue pour faire de la validation. Du coup, on peut le faire avec Amazon. Donc en fait, si vous avez une application qui utilise déjà une librairie de formulaire, de forme de conseiller dans l'eau, et que vous voulez passer à Zod, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et en plus de ça, là, on vous a montré un cas avec un formulaire qui est très très simple. Mais imaginez un formulaire où vous commencez à uploader des fichiers, où vous voulez vérifier que l'adresse email n'est pas déjà utilisée, etc. Et ben en fait, vous allez éviter plus de validators à la main, etc. grâce à ce schéma. Et vous allez avoir vraiment des données sécures tout pour ça. Exactement. Maintenant, on va passer à la partie request, parce que du coup, pour la partie request, c'est autre chose qui vient de l'extérieur. Donc là, on est sur une méthode POST, donc le back-end est chez nous. C'est une autre équipe qui s'en occupe, donc quand même, on va dire API de confiance, et on fait gestion de livres. Et là, je vais juste rajouter un livre à ma liste de lecture. Donc là, si j'ajoute le livre, normalement pas de problème. Et ben en fait, si, on en a un. Et ça nous dit qu'il y a une propriété que j'ai oublié de mettre. On s'attend à recevoir un booléen. En fait, on ne reçoit rien. Et du coup, je vais voir ma meilleure équipe back-end et je leur dis c'est bizarre, d'habitude ça fonctionne. Et là, ils me disent ah bah oui, on a rajouté là une propriété pour savoir si oui ou non tu as lu le livre. Je me dis bah très bien, déjà on nous a pas prévenu, admettons. Et à partir de là, j'ai plusieurs façons de régler ça. Je pourrais très très bien, dans les données que j'envoie côté de ma méthode post, rajouter la propriété pour dire si oui ou non je l'ai lu. Bon, ça marcherait, mais c'est un peu embêtant, ça me demande en fait de rechanger moi ma partie à moi, alors qu'en soi, la valeur est un peu, on va dire, normale. Quand j'ajoute le livre, il y a de grandes chances qu'elle soit fausse. Donc pour faire ça, j'aurais, sinon si j'enlève la partie dans ma requête, parce que du coup bah, c'est pas moi qui vais le faire, on va essayer de se dire ok, on va aller modifier le schéma. Sur le schéma Zod, vu qu'on s'est dit que la dernière propriété qu'ils ont rajoutée, en vrai, j'ai pas tout le temps besoin de la mettre, on pourrait la rendre optionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez le faire aussi en TypeScript, mettre des types optionnels. Et ben là, c'est pareil. Moi aussi, je pourrais très bien le faire dans mon schéma Zod. Et du coup, quand je l'envoie pas, la validation de zone me dit, OK, ce champ-là a été optionnel, tu l'as pas mis, mais du coup, tes datas sont quand même valides. Les backends sont revenus me voir, ils étaient pas contents, ils m'ont dit, c'est un peu dérangeant, parce que nous, en fait, on aimerait bien quand même avoir une valeur tout le temps. Donc, je ne vais pas la mettre optionnelle, mais je n'ai toujours pas envie de la mettre de mon côté. Donc, on va mettre une valeur par défaut. Comme ça, quand je ne mets rien, et ben, eux, ils ont une valeur, ils sont contents côté backend. Et moi, j'ai juste à la spécifier quand je mets un livre que j'ai déjà lu. Et donc, vous pouvez utiliser la méthode .default qui vous permet d'ajouter des valeurs .default, donc en post-traitement, on va dire, de la validation de vos schémas. Hop. Donc, maintenant, on va essayer de faire une autre petite modification. On va passer sur un patch. Donc, j'ai envie de mettre une valeur sur un livre. Donc, savoir si, indiquer que maintenant je l'ai lu. Si j'essaye de faire cette méthode patch sur mon livre pour indiquer que je l'ai lu, je me retrouve pareil avec plein d'erreurs. Et cette fois, on me dit, il te manque un ID, un titre, un page count et une thumbnail. Si je regarde une nouvelle fois les schémas côté backend, je me rends compte que c'est un petit peu normal. Parce que le schéma qu'on a pour la méthode post et le schéma qu'on a pour la méthode patch, en fait, on utilise le même schéma de base. Et dans le schéma de base, on nous demande bien, en effet, un ID, un titre, un page count et une thumbnail. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est que c'est un truc qui est quand même très spécifique à ce que moi je veux faire dans ma méthode patch. Donc, on va essayer de modifier le schéma qu'on a pour la méthode patch et on va pouvoir étendre
on va pouvoir se dire que dans mon schéma, au lieu de passer toutes les valeurs qu'on avait ici, donc l'ID, le titre, le page count, la thumbnail, etc., on va dire, comme vous avez l'habitude de le faire en TypeScript, on va dire, OK, bon, en fait, je veux envoyer qu'une donnée. Là, on a dit, bah, je veux en fait que le schéma soit valide si j'envoie que la propriété qui me dit si j'ai lu oui ou non le livre. Problème de ça, c'est que moi, j'aimerais bien faire en sorte de pouvoir passer un peu de n'importe quoi dans mon patch. Parce que là, je fais un patch sur cette propriété-là, mais je pourrais très bien vouloir patcher une autre propriété. Et du coup, avec ce schéma-là, ça va un petit peu me brûler. Il y a une autre propriété qui existe, qui est du coup le partial, qui vous permet de rendre dans votre schéma toutes les propriétés en optionnel. Et du coup, ça fait qu'à partir de là, je pourrais passer n'importe quoi dans mon patch, le schéma restera valide. Donc on donne quand même un peu plus, on va dire, de possibilités dans le schéma, donc il y a aussi un peu moins de sécurité, mais ça va pouvoir nous aider à faire d'autres choses. Maintenant, imaginons que dans mon patch, j'aimerais faire une petite modification à la thumbnail que j'avais mis de base dans mon livre. J'avais mis une thumbnail, en fait, la thumbnail ne me plaît pas, j'ai envie de l'enlever, donc je mets une thumbnail à nul pour pouvoir la modifier. Et là, comme tout à l'heure, j'ai une erreur. Et l'erreur est aussi normale parce que, si vous voyez dans mon schéma, la thumbnail, c'est censé être une URL. Donc là, je lui passe un nul, ça peut absolument pas marcher. Chose que je pourrais faire ici, je pourrais très bien changer le type ici de la thumbnail, mais on va pas forcément vouloir le faire, mais je vais pouvoir faire un extend de mon schéma pour pouvoir modifier cette propriété de thumbnail uniquement pour le patch. Donc vous voyez, ça vous permet en fait d'avoir une granularité beaucoup plus fine sur ce que vous faites selon les schémas que vous utilisez. Et du coup, là, ce que ça peut faire, c'est que quand je vais faire une méthode post, je serai obligé de mettre une thumbnail. Mais par contre, si j'utilise un patch, je pourrais très bien valider avec une thumbnail à nul, en sachant que c'est possiblement une règle métier de pouvoir enlever la thumbnail après. Ça nous permet aussi de faire d'autres choses. Ça nous permet de faire de l'inférence automatique de type. Si on repart de notre schéma pour notre livre, on a ici tout le schéma pour les datas qu'on reçoit. Et on pourrait se dire, c'est très bien, quand je vais récupérer ces informations de ma requête, j'aimerais bien avoir, moi, dans mon IDE, un type qui me permet de continuer à avoir la DX que j'avais avec TypeScript, pour qu'on puisse avoir de l'autocomplétion, etc., et avoir un type. Et en fait, c'est tout à fait possible avec Zod d'inférer un type depuis un schéma. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre, côté dev, d'avoir des types par rapport à des schémas de données qui viennent de l'extérieur. Du coup, c'est ce qui vous permet là de voir que sur PostRequestBody, on a bien un type qui correspond au schéma qu'on avait juste au-dessus. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ça vous oblige à vous dire que schéma Zod, pour les données qui viennent de l'extérieur, ça devient votre seule source de vérité. Et ça va vous permettre, une fois que vous avez inféré les types, d'avoir une protection au niveau du build time et une protection au niveau du runtime. Ce que ça apporte aussi, c'est que ces schémas, vous pouvez très bien les utiliser et côté back-end et côté front-end. On vous a montré un exemple au tout début où on utilisait les schémas côté front, et dans l'exemple juste avant, les schémas étaient utilisés côté back-end. Vous pouvez très bien utiliser le même schéma pour votre back et votre front, ils sont partagés, et comme ça, si côté back-end il passe quelque chose, ce qui arrive très souvent, vous avez directement la répercussion côté front-end, et vous voyez directement l'erreur. L'écosystème autour de ça, c'est comme pour les formulaires, vous avez vraiment beaucoup d'utilitaires qui existent avec un peu tous les backends autour de l'écosystème JavaScript que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser. Vous avez des adapteurs pour Express, pour RPC, pour Nest, pour GraphQL. Voilà, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et pour finir, on va prendre un dernier petit exemple de données qu'on ne maîtrise pas vraiment dans notre application, c'est les query param. Donc les query param, c'est juste les paramètres dans l'URL, c'est natif à vos navigateurs, c'est génial, stocker des choses dans les query param, c'est super pratique. Et du coup là, on voit sur mon petit exemple que j'ai ici je tape sur mon site de livre et ça va être la page qui m'affiche la liste. Et ici, j'ai des filtres, donc je suis à la 4e page. Et la date de parution doit être supérieure à la date d'aujourd'hui. Ça va être compliqué parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de livres qui sont sortis après aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça arrive. On est dans le futur. Et du coup, là, j'ai un schéma Zod qui valide ces données et je vois que ma validation, elle est valide. J'ai bien mes données qui sont ici. Mais ce qu'on peut voir, c'est que mes données, c'est des strings. Mon page, c'est un 4, mais il est entre double quotes parce que c'est une string, pareil pour la date. Et ça, en fait, c'est normal. Les query params, c'est tout le temps des strings. Mon navigateur, il va pas s'amuser à intelligemment comprendre que, en fait, c'est pas une string que vous voulez passer, c'est une date. Lui, il nous envoie une string et c'est votre problème. Et nous, on aimerait peut-être vouloir travailler avec autre chose qu'une string et donc, du coup, les transformer. Donc, peut-être que le premier réflexe que je vais me dire, je vais prendre mon schéma Zod, j'ai deux strings. En fait, non, je veux pas de string, je veux un number. Mieux taper que ça, hop. Un number et une date. Donc, si je valide ce schéma, patatras,
évidemment, tout casse. Parce qu'en fait, bah, c'est pas parce que moi j'attends un nombre et une date que, pareil, le navigateur il me donne- le navigateur, il me donnera des strings. Donc on le voit bien dans les erreurs de validation. J'ai une erreur sur le chômage qui me dit qu'il voulait un nombre et il a une string, parce que du coup, on veut un nombre en schéma, mais on veut une string, et pareil pour la date. Mais du coup, là, on se dit, bon, bah, du coup, on va devoir transformer nos valeurs, soit avant, soit après la validation. C'est pas hyper pratique, ça rajoute encore des ifs magiques, des choses comme ça. Mais en fait, Zod a tout prévu et nous donne des utilitaires pour nous permettre de faire ça à l'intérieur du schéma. Et du coup, la seule chose qu'il nous suffit de rajouter ici, c'est les petits points coerce ici. Hop, coerce, coerce. Et là, si je valide ce schéma, non seulement la validation est bonne, hein, on a notre petit check vert, mais en plus, les données, elles n'ont pas exactement la même forme que tout à l'heure. Le 4 est bien un nombre et la date d'apparition est bien une date. On va l'afficher en string, parce que, voilà, mais c'est une date dans notre code. Et du coup, bah, ce que ça va nous permettre, c'est que, en fait, toute la logique de validation, que ce soit la transformation dans le type voulu et la validation, c'est tout dans notre schéma. Alors, on peut penser que c'est magique. Hop, bah, ça n'est pas du tout. C'est même plutôt simple, hein. Les coerces, la seule chose que c'est fait, il y a 5 différents. String begins, number, date et p1. La seule chose que ça fait, c'est ça utilise les constructeurs natifs de JavaScript, hein. Donc vraiment, c'est plus des raccourcis et des choses qui nous permettent d'intégrer cette logique-là à notre schéma, pour que le schéma emporte la responsabilité, que des choses magiques et impressionnantes. Mais du coup, ça devient hyper pratique de gérer ça. Et on peut prendre un deuxième petit exemple, encore avec les polygrams. Ici, je suis toujours sur la même page, mais au lieu de trier, enfin, au lieu d'être une page précise et de trier par date, moi, je trie par genre de livre. Comme pour le premier exemple, le navigateur, il ne convertit pas ça en tableau, hein, c'est pas son travail, lui, il me renvoie une string. Et nous, dans notre schéma Zod, on attend un tableau d'un type particulier, qui est, du coup, cette littérale, machin. Ici, ça veut juste dire que le type qu'on attend, c'est un tableau de strings qui sont soit romance, soit poésie, soit essai. Et donc là, il n'y a pas de coerce magique. Il n'y a pas en JavaScript, j'ai pas un constructeur natif qui me dit split ça moi correctement. Donc pas de coerce magique dans Zod, mais j'ai une autre fonction qui va me permettre de faire à peu près la même chose, mais avec plus de contrôle. C'est quelque chose qui s'appelle le z.preprocess. Preprocess. Hop. Et z.preprocess, c'est une fonction qui prend deux paramètres. Le premier, c'est la fonction de transformation de votre valeur. Donc ici, value qui est une string, hein, c'est celle que je reçois de mon polygramme. Et la seule chose que je vais pouvoir faire ici, donc les tableaux dans les paramètres d'URL, là, dans notre cas, c'est une string séparée de virgule. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser split à partir de virgule. Et ça va générer un tableau à partir de ça. Et le deuxième paramètre, en point d'interrogation, c'est bien. Okay. Et le deuxième paramètre, c'est le schéma d'enquête qui va nous servir de faire notre validation. Donc c'est le schéma attendu. Donc ici, si je valide, si je sauvegarde ça, hop, ma validation, elle est passée, puisque du coup, j'ai transformé ma donnée avant de valider. Et du coup, bah, ma donnée, elle vient transformer chez JavaScript. JavaScript avec lequel je vais pouvoir faire plein d'opérations cool et branchées dessus. Et pour vous prouver que c'est pas juste le pré-process qui fait de magie et que tout est valide, mon schéma, il attend vraiment des strings précis. Donc si je passe poésie par horaire, ça ne marche pas parce qu'il attend quelque chose. Le pré-process, il va transformer la donnée et ensuite, il va valider sa donnée transformée par le deuxième paramètre qu'on donne. Hop, pour que ce soit plus joli, j'enlève ça. Hop, on a bien, c'est revalidé, on a bien plus la positive que j'ai enlevé, mais tout va bien. Et du coup, pour faire de la transformation de processing, je vous ai montré deux choses. Je vous ai montré le coerce et le process qui permettent de faire de la transformation avant la validation. Et on a un petit troisième que vous voyez tout en haut là pour les genres, qui est le transform, qui, vous voyez, ça ressemble un peu au pré-process dans le sens où le paramètre, c'est la même fonction de transformation. Et la différence, c'est que ça va faire la transformation après la validation. Si on voit le résultat du console log, on a bien ce qu'on veut, on a des triggers à la base. Et finalement, à la fin, on a des tableaux et des nombres. Et du coup, c'est ce que je vous disais, la grande différence, c'est que le pré-process est transformé avant votre validation et le transform va transformer après. Par exemple, un cas où ça peut être pratique, si vous avez un schéma de formulaire qui valide les infos de votre formulaire, vous pouvez utiliser un transform derrière pour transformer vos données pour qu'elles aient par exemple la forme de ce que vous voulez envoyer à l'API. Des fois, le formulaire n'est pas exactement de la forme que vous voulez envoyer à l'API, donc ça peut servir pour ce genre de cas. Et vous allez peut-être me demander, et l'inférence, parce que tout à l'heure, pour la requête, on a fait un zbuffer, on a récupéré le type du schéma, mais ici, bah, en fait, le type du schéma, c'est quoi? En fait, on a deux types, un type d'entrée et un type de sortie. Si vous arrivez à lire les liens en gris, et ben en fait, ces autres, pareil, hein, il est tout prévu. On a deux utilitaires, z-input ici et z-input, qui sont un peu à la même manière que z-input, qui prendre un type of d'un schéma zone enfin, c'est pas un paramètre, mais voilà, et nous générer le type. Et ce que ça va permettre, c'est que par exemple, bah, là, notre type d'entrée, c'est que la page et la date, bah, c'est des types qu'on ne connaît pas, vu qu'on va les transformer vers un autre type. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer.
ça, je c'est normal. Et le genre, c'est bien une string, puisque c'est un Z-string qu'on va transformer par la suite. Et l'output, c'est bien ce qu'on attend, c'est du coup, notre page c'est un nombre, notre date c'est une date, et notre jeu c'est un tableau de string. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre ces deux utilitaires et le Z-infer qu'on vous a présenté juste avant. En fait, le truc, c'est que le Z-infer, c'est exactement la même chose que le Z-output. C'est littéralement, ça fait exactement la même chose. Et c'est aussi pourquoi nous, on vous conseille de plutôt utiliser input et output et pas vraiment Z-infer. Parce que vous connaissez Z-infer, là ça y est, je vous l'ai dit, vous savez que Z-infer c'est Z-output, mais si vous le mettez dans une code base et que demain, dans un an, il y a quelqu'un qui tombe dessus, bah, peut-être qu'il n'aura pas cette logique-là, parce que bah, c'est un truc que ça connaît. Je le connaissais pas quand j'ai commencé à faire du Zod, et il y a des Z-infer partout dans ma code base, donc voilà, ouais. Maintenant je le connais, et c'est quand même mieux. Donc on vous conseille vraiment plutôt privilégier ces syntaxes-là, et pareil, toujours très utile pour les formulaires, où bah, comme on l'a dit, le formulaire, les données d'entrée sont rarement le même type que les données sorties, puisque tous les champs sont des strings. Et bah, par exemple, si vous voulez avoir un type qui correspond aux valeurs par défaut de votre formulaire, ça va être les valeurs d'entrée du schéma, et les valeurs sorties, ça va être les valeurs de sortie du schéma. Ça peut être très pratique dans le cas de formulaire. Je sais pas pourquoi Ok, c'est pas grave. Et du coup, à côté de ça, il y a plein d'autres outils. On en a mis quelques-uns ici. On va pas rentrer dans les détails parce que sinon, je pense que on vous regarde jusqu'à ce soir. Donc, il y en a plein ici. Il y en a encore beaucoup d'autres. On vous a montré un peu dans les grandes lignes ce qui est capable de faire Zod, mais vraiment, on peut aller super loin. L'envie de Zod, c'est d'être un validateur runtime qui reprend le plus possible des capacités de TypeScript. Donc globalement, si quelque chose existe en TypeScript, il y a de grandes chances qu'il existe en Zod. Pour donner des exemples, il y a même le Z-Never, le Z-Mul qui existe en Zod, parce que ça existe en TypeScript. Et du coup, je vais vous parler une dernière fois de l'écosystème. On vous a parlé des librairies de formulaires adaptés à Zod, les librairies de requêtes adaptées à Zod, mais il y a aussi plein d'autres outils qui sont hyper pratiques, comme par exemple des outils qui permettent de générer des choses à partir de vos schémas Zod. Donc ici, on peut générer par exemple de la spec OpenAPI ou des genres graphQL. Typiquement, les générer de l'OpenAPI, je le fais à Collecto au quotidien et ça marche très très bien. Et à l'inverse, on peut aussi générer des schémas Zod à partir d'autres sources. Donc, par exemple, ici, des specs OpenAPI, on peut faire ça, c'est rigolo. Ou des schémas Optima. On vous a mis 4 exemples ici. Il y en a plein. Il y a même des librairies qui vous aident à créer votre librairie de génération. Donc, vraiment, votre imagination est la seule limite. Mais derrière tout ça, vous en doutez, il y a forcément un petit problème. Derrière toute cette magie, t'as quand même un prix, la sorcière de l'Ouest rôde. Elle murmure des vérités dérangeantes. Ce magicien n'est pas parfait. Il a des faiblesses. Et elle n'a pas tort. On vous a présenté ça comme si c'était un tout petit peu de la magie, mais Zod, ça a quand même un coût. Ça a forcément un coût en performance, parce que du coup, quand vous passez des données, forcément, c'est pas gratuit, ça peut avoir un impact. Ça a aussi un impact sur votre bundle size. Vous avez déjà de 1 le poids de la librairie, mais en plus de ça, ça vous oblige à rajouter du code en plus avec vos schémas, donc ça peut grossir la taille de votre bundle. Et ensuite, ça rajoute une complexité au niveau de l'ADX. C'est pas du code que tout le monde a l'habitude de voir au jour le jour. Les inférences de types pour transformer des types en TypeScript, etc. Ça peut être une marche dans vos équipes pour pouvoir l'utiliser. Zod, il n'est pas là pour remplacer TypeScript. On vous l'a répété plusieurs fois. Ne tombez pas dans l'erreur de remplacer tout ce que vous faites actuellement en TypeScript avec du Zod. Du TypeScript, c'est là pour faire de la validation statique au moment de votre build time, on va dire. C'est des types, certes, qui s'effacent à la compilation, mais c'est là pour protéger votre code interne. Les data que vous partagez au sein même de votre application, TypeScript fait très bien le travail, vous n'avez besoin de rien d'autre. Quant à lui, Zod, c'est là pour faire de la validation au runtime. Donc, c'est du code qui finit et qui va s'exécuter dans votre bundle, et lui, son but, c'est de protéger votre application au niveau des frontières du code qui vient de l'extérieur. Donc, comme on a dit, les API, les formulaires, etc. Les deux sont complémentaires, c'est fait pour être utilisé ensemble. La preuve, c'est que d'ailleurs, vous pouvez même utiliser Zod avec du JavaScript. Donc, le système fonctionne pareil. Ils ne sont pas là pour être concurrents, ils sont vraiment là pour travailler ensemble, d'où le système d'inférence, etc. On insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment important. C'est pas un remplacement à TypeScript, loin de là. Vous avez plein d'alternatives qui existent à Zod. Même Zod a créé sa propre alternative qui est Zod Mini, qui est une version, on va dire, plus compacte de Zod. Vous perdez un peu, on va dire, de DX et peut-être de certaines features, mais par contre, vous avez quelque chose de beaucoup plus performant avec un bundle size, on va dire, plus petit. Vous avez Validbot, Typebox, ArcType, Typia. Vous avez vraiment plein d'outils. Ils essayent tous de se différencier sur, on va dire, différents éléments. Il y en a, ils vont privilégier la performance runtime, il y en a qui vont travailler sur votre intégration dans votre IDE, ou avec TypeScript, la taille du bundle. Voilà, ils essayent tous, on va dire, de se différencier ici. Ils essayent aussi d'avoir des philosophies et des fonctionnements qui sont un petit peu différents, sinon vous vous en doutez, toutes les librairies n'existaient pas. Par exemple, si on prend l'exemple de Typia, au moment du build, il va lui-même vous générer du code
JavaScript où il va faire les validators dont on parlait tout à l'heure avec les if, il va en fait les rajouter à la main dans votre code. Donc voilà, les philosophies sont un petit peu différentes, mais en tout cas, ils sont tous là pour le même objectif commun, c'est valider vos données au runtime. Ils sont tellement là pour un objectif commun qu'il y a quelques années, ils ont décidé de se mettre ensemble pour donner naissance à un standard. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur standardschema.dev. Et le but de ça, c'est de trouver un standard pour permettre à tous les outils d'interagir avec les librairies de validation, peu importe la librairie. Le but, c'est qu'on réussisse à avoir plus ou moins le même format à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort d'une librairie de validation. Donc le fait qu'ils se mettent quand même tous ensemble
là-dessus, ça rapporte, on va dire, un peu de confiance et au moins un peu toutes les librairies vont fonctionner de la même façon. Si on doit faire un petit récap, et c'est peut-être la slide la plus importante de la présentation, donc désolé pour les 50 autres avant, mais si on doit vous dire quand utiliser ou ne pas utiliser Zod, il y a quelque chose qui a été dit dans PAM interne et qu'en plus vous contrôlez, donc au sein même de votre application, des types que vous partagez entre plusieurs composants, entre plusieurs pages, etc. Vous les contrôlez, vous n'avez pas besoin de Zod, restez avec TypeScript, vous vous en sortirez très très bien. Et pour finir, si vous avez des endroits de vos applications où vous avez des boucles critiques en performance, donc ça veut dire que vraiment vous êtes à la milliseconde près, n'utilisez pas Zod, c'est sûr et certain que ça rajoutera forcément une étape de validation en plus et donc une perte de performance. Au final, nous réalisons quelque chose d'important. Le royaume de TypeScript était déjà magique. Mais cette magie, elle s'arrête aux frontières du build. Zod et les autres ne sont pas des remplacements. Ce sont des outils qui protègent le runtime et relient les deux mondes. Pour aller un peu plus loin, on vous a mis les références de toutes ces plateformes. Je mets l'emphase sur Adprotocol qui est un TypeScript bien spécifique. Un TypeScript et sur Zod notamment qui sont assez bien faits. Zod est très Elle est très bonne parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de features, mais elle est très bonne. Vous avez aussi le playground qui vous permet un peu de valider sur un playground qui a été fait par l'équipe de Zod. Vous pouvez mettre un schéma d'un côté et de l'autre côté mettre des exemples de données que vous recevez et vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et le benchmark qui est tout à la fin, c'est un benchmark assez complet avec vraiment la plupart des outils qui vous permettent de faire de la validation où ils ont vraiment essayé d'aller très long là-dedans et de voir combien de requêtes par seconde on arrivait à faire de validation, le temps de parsing, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne ressource pour comparer tout ça. Exactement. Et du coup, on va finir par une petite présentation. Donc, moi, je suis Lucas Audard, je travaille à Collecto, c'est une start-up parisienne dans la gestion de factures. On recrute si jamais. Et je suis avec Michael Alves, consultant Zenica. Donc ici, vous pouvez retrouver nos QR codes pour nos contacts. Le plus important, c'est pas ceux avec nos têtes, ça c'est si on vous intéresse, mais celui du milieu, c'est pour les feedbacks. C'est la première fois qu'on donne ce talk, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous en faire en réel. On est sur la conf les 2 jours, mais c'est très important pour nous de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pour qu'on puisse continuer à travailler sur ce contenu-là. Et du coup, il nous reste 21 secondes pour les questions, donc je pense que pour les questions, ce sera un peu compliqué, mais comme je viens de le dire, nous, on est sur la conférence pendant les 2 jours. Il y a nos réseaux ici si vous voulez nous poser des questions, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et merci beaucoup pour votre écoute.